Bon, l'intelligence artificielle en 2026, c'est un sacré sujet, et on peut vite s'y perdre. L'objectif aujourd'hui, c'est simple. On remet tout à plat pour être au top pour n'importe quelle évaluation. On va revoir ensemble les points vraiment essentiels. Allez, on attaque. Alors voilà notre programme. D'abord, on va voir qui sont les poids lourds du secteur. Ensuite, on va décrypter comment ces IA voient le monde. Après ça, on regardera comment les utiliser avec leurs interfaces et on terminera avec la règle d'or pour se lancer sans se poser de questions. Première partie donc, les champions de l'IA. Pour bien s'y retrouver, c'est crucial de savoir qui sont les grands acteurs et ce qu'ils font de mieux. C'est vraiment la base pour piger qui fait quoi dans cet univers qui bouge tout le temps. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Il n'y a pas une meilleure IA dans l'absolu, mais plutôt une IA qui est adaptée à une tâche précise. Chacune a sa personnalité, ses forces. On ne va pas demander à un poète de faire le boulot d'un ingénieur, logique. Si on a ça en tête, on a déjà fait la moitié du chemin. Alors, concrètement, qui sont-ils ces champions? Bon, on a l'incontournable ChatGPT, bien sûr, avec son fameux GPT Store. Pensez-y comme une sorte d'App Store, mais pour l'IA. Juste après, on a Claude. Lui, c'est le chouchou des développeurs, une vraie bête pour le code et pour analyser des documents bien costauds. Gemini, c'est la carte maîtresse de Google. Il est partout, intégré dans les outils qu'on utilise tous les jours. Et Perplexity, lui, c'est un peu le détective du groupe. Il cite toujours ses sources, ce qui est super pour éviter les fameuses hallucinations de l'IA. Côté européen, on a Mistral, une alternative souveraine et vraiment très performante. Et pour finir, Grok, qui est branché en direct sur X. Pour tout ce qui est actu chaude, il est imbattable. Attention, là on a un point super important, le genre de détail qui peut coûter des points à un examen. Il ne faut absolument pas confondre Grok avec un K, c'est l'IA conversationnelle d'Elon Musk, et Grok avec un Q, qui est une entreprise qui fabrique des puces ultra rapides. C'est typiquement le genre de petite précision qui montre qu'on maîtrise son sujet. Ok, maintenant qu'on sait qui sont les acteurs, on passe à la deuxième partie. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Pour bien se servir d'une IA, la clé, c'est de comprendre comment elle traite l'information. On peut voir ça comme ses sens, sa façon à elle de percevoir le monde et d'interagir avec nos données. En gros, les IA d'aujourd'hui ont 4 grands canaux pour communiquer avec nous. Le texte, évidemment, c'est la base de tout. L'audio, pour pouvoir leur parler et qu'elles nous répondent. L'image et les PDF, c'est leur vue pour analyser des documents visuels. Et enfin, le plus créatif, la génération visuelle, où elle crée des images ou même des vidéos à partir de rien. Allez, on regarde un peu ce qui se passe sous le capot. Alors là, on a un concept un peu technique, mais qui est absolument essentiel, la fenêtre de contexte. Pour faire simple, c'est la mémoire vive de l'IA, sa mémoire à court terme. Plus cette fenêtre est grande, plus l'IA peut gérer des documents super longs ou des conversations qui durent, sans oublier le début. C'est un des critères de performance les plus importants aujourd'hui. Et cette mémoire, cette fameuse fenêtre de contexte, comment elle mesure l'info? Eh bien, avec ce qu'on appelle des tokens. Un token, attention, ce n'est pas tout à fait un mot. C'est plutôt un morceau de mot ou un signe de ponctuation. C'est vraiment la brique de base que le cerveau de l'IA manipule. Donc logiquement, plus la fenêtre de contexte est grande, plus l'IA peut jongler avec un grand nombre de tokens en même temps. Pour la partie audio, c'est simple, il y a un duo de technologies qui travaillent ensemble. D'un côté, le STT, ou Speech to Text, c'est l'oreille de l'IA, ça écoute ce qu'on dit et ça le transforme en texte. De l'autre côté, le TTS, Text to Speech, ça c'est la bouche, ça prend le texte et ça le lit avec une voix qui sonne de plus en plus humaine. Et comment une IA fait pour lire un document qu'on a scanné, ou une photo? Grâce à l'OCR, ou reconnaissance optique de caractère. C'est la technologie qui permet de transformer une simple image de texte en texte qu'une machine peut comprendre et manipuler. Mais attention, l'OCR de 2026 n'a plus rien à voir avec ses ancêtres. L'OCR classique se contentait de recopier les lettres, et souvent ça faisait pas mal d'erreurs. Aujourd'hui, l'OCR est dopé à l'IA. Du coup, il ne fait pas que lire, il comprend. Il peut déchiffrer une écriture de médecin, comprendre le contexte d'une facture, et même deviner un mot qui a été effacé. C'est un saut de géant. On arrive au dernier sens, et c'est sans doute le plus bluffant, la création visuelle. Il suffit d'une simple phrase qu'on appelle un prompt, et les IA peuvent générer des images qui n'ont jamais existé, ou même de courtes vidéos. Le point clé à retenir ici, c'est qu'elles ne font pas une recherche d'images sur Google. Non, elles l'inventent, elles la construisent pixel par pixel. Bon, on a vu la théorie, maintenant, passons à la pratique. Concrètement, comment on se sert de ces outils? La bonne nouvelle, c'est que la plupart des interfaces sont conçues sur le même modèle. Une fois qu'on en connaît une, on les connaît toutes. On va décortiquer ça ensemble. Quand on ouvre un chat avec une IA, on retrouve quasiment toujours les 5 mêmes éléments. En bas, au centre, la barre de commande, c'est là qu'on tape notre message.
Juste à côté, on a souvent un petit bouton plus ou un trombone, c'est pour envoyer des fichiers. À droite, les icônes de micro pour la dictée ou le mode vocal. Sur le côté, généralement à gauche, on a la barre latérale avec tout l'historique des conversations. Et parfois en haut, il y a un menu pour choisir le cerveau de l'IA, par exemple entre un modèle rapide et un modèle plus puissant. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. Si on sait en utiliser une, on sait toutes les utiliser. La structure est vraiment universelle. Que ce soit Mistral, Claude, ChatGPT, la logique est la même. Les seules petites différences, c'est du détail, c'est cosmétique, une icône qui change, un nom de fonction, mais le fonctionnement de base ne bouge pas. On arrive à la dernière partie, et honnêtement, c'est peut-être la plus importante de toutes. Maintenant qu'on connaît les acteurs, comment ils perçoivent le monde et à quoi ressemble leur interface, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est d'une simplicité incroyable. Voilà, c'est cette phrase qui résume tout. L'IA, c'est son propre mode d'emploi. Oubliez les manuels de 300 pages des anciens logiciels. Ici, l'outil s'explique lui-même. Et ça, c'est sa qualité la plus folle et la plus puissante. On connaît tous ce moment, on est devant l'écran, le curseur clignote, et c'est le syndrome de la page blanche. On sait que l'outil est hyper puissant, mais on ne sait juste pas par où commencer. Alors c'est quoi la meilleure stratégie dans ce cas? C'est tout bête, mais la réponse c'est on lui demande directement. L'IA est experte de ses propres capacités. Le réflexe qu'il faut absolument prendre, c'est de la traiter comme un assistant humain super compétent et de lui poser des questions. Regardez ces exemples, c'est très concret. Il ne faut jamais hésiter à lui demander des idées, des explications, des méthodes. Comment tu peux m'aider avec ça? Explique-moi ce truc, donne-moi 3 manières de t'utiliser pour réviser. C'est en étant curieux et en l'interrogeant qu'on découvre des possibilités auxquelles on n'aurait jamais pensé. Une fois qu'on a ce réflexe, le niveau d'après, ce qui fait vraiment la différence pour avoir des résultats bluffants, c'est de passer d'une instruction vague à une instruction super précise. C'est tout l'art du prompt. C'est vraiment ça qui distingue l'utilisateur lambda de l'expert. Et pour finir cette session de révision, une dernière question pour la route, un petit défi. Puisqu'on a vu que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de lui demander quelle serait la première question la plus utile que l'on pourrait lui poser pour qu'elle change concrètement notre façon de travailler dès demain. C'est la meilleure manière de se lancer. Voilà, bonne révision!